J'ai décidé de rendre visite à ma belle-fille sans prévenir. Mais quand j'ai vu la voiture de mon mari garée devant chez elle, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je me suis approchée doucement de la fenêtre, et ce que j'ai entendu à l'intérieur a bouleversé ma vie à jamais. Ce matin-là, je m'étais levée de bonne humeur. J'avais préparé une tarte aux pommes, la préférée de Karine, ma belle-fille. Je voulais lui faire une surprise, passer un moment agréable avec elle. Quelle idiote j'ai été de croire que la gentillesse serait récompensée. Sa petite maison alsacienne avait l'air paisible comme toujours. Les volets en bois peint, les jardinières fleuries, tout semblait parfait. Mais quelque chose clochait, avant même que je ne coupe le moteur. Là, garé juste devant l'entrée, se trouvait l'Audi gris métallisé de François, la voiture de mon mari. Pendant un instant, j'ai voulu croire à une explication logique. Peut-être qu'il était passé déposer quelque chose. Peut-être qu'il avait prêté la voiture à quelqu'un. Mais François ne m'avait jamais parlé de rendre visite à Karine. Jamais. Ma poitrine s'est serrée. Un froid étrange m'a envahi. Je suis restée assise dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, fixant ce véhicule comme si le regarder assez longtemps pouvait le faire disparaître. Puis je suis sortie, doucement, silencieusement. Le gravier crissait sous mes pas. Chaque bruit me semblait trop fort. En m'approchant, j'ai entendu des rires venant de l'intérieur. Le sien et le sien. Je me suis figée sous la fenêtre de la cuisine, celle qui donne sur la salle à manger. Les voix étaient douces, complices, et puis j'ai entendu le rire de François. Grave, intime, le genre de rire qu'il ne m'adressait plus depuis des années. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû m'épargner ce qui allait suivre. Mais mon corps a avancé tout seul, pas après pas, jusqu'à ce que je me retrouve juste sous la fenêtre entr'ouverte. La voix de Karine est arrivée en premier. « Tu es en retard. J'ai cru que ta femme te retenait. » Puis le petit rire de François. « Ne commence pas, Karine. Tu sais qu'on doit être prudent. Si ton fils découvre tout, c'est fini pour nous. » Le silence qui a suivi était glacial. Mon fils, leur fils. La tarte m'a glissé des mains. Elle a touché le sol avec un bruit sourd et mouillé. Les pommes et la pâte se sont éparpillées sur l'allée. Je n'ai même pas tressailli. Tout ce que j'entendais, c'était le bourdonnement dans mes oreilles, le bruit de quelque chose qui s'effondrait à l'intérieur de moi. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. Ma respiration était courte, irrégulière. Mes doigts tremblaient tellement que j'arrivais à peine à attraper mes clés de voiture. À l'intérieur, j'ai entendu des mouvements, des chaises qui raclèrent le sol, encore des rires. La voix de François, chaleureuse, détendue. Un ton que je n'avais pas entendu depuis des années. Et puis Karine a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle ne se doutera jamais de rien. Elle nous fait confiance à tous les deux. À tous les deux. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à la maison. Je me suis retrouvée assise dans ma cuisine, l'horloge qui faisait tic-tac, l'odeur de café brûlé dans l'air. Je portais encore mon manteau. Mes mains étaient collantes de jus de pomme. Et je fixais le mur, les photos encadrées de notre famille. Moi, François, notre fils, et Karine. Son sourire sur cette photo me donnait la nausée. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les heures ont passé sans que je bouge. 10 heures, 11 heures, midi. Je suis restée assise à la table de la cuisine. Cette même table où nous avions pris le petit déjeuner ensemble pendant 25 ans. Combien de fois m'avait-il menti en me souriant de l'autre côté de cette table? J'ai voulu pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Il y avait juste une douleur sourde derrière mes yeux, une pression lente et brûlante qui refusait de se libérer. Alors je suis restée immobile et j'ai commencé à compter. Les mensonges, les années, tout ce que j'avais sacrifié pour rendre sa vie confortable. Je me souvenais des débuts, quand nous n'avions rien, quand je travaillais double journée pendant qu'il construisait sa carrière. Comment je l'avais encouragé quand il avait eu sa promotion. Comment j'avais cru que ces soirées tardives au bureau n'étaient que du travail. Je me souvenais aussi comme j'étais fière quand notre fils avait épousé Karine. Je pensais qu'elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée. J'ai ri amèrement à cette pensée. Quand mon fils a appelé cet après-midi-là, j'ai failli répondre.
J'ai failli tout lui dire. Mais ma voix m'a abandonnée. Je ne pouvais pas être celle qui détruirait son monde. Pas encore. Alors j'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Plus tard, j'ai marché dans la maison en touchant tout. Les cadres photos, les livres, les vieux rideaux. Tout me semblait étranger maintenant, comme des accessoires dans une histoire qui s'était terminée depuis longtemps. Je me suis arrêtée dans notre chambre, regardant le lit défait, et quelque chose s'est durci en moi. François avait construit son monde sur ma confiance. Karine avait construit le sien sur ma gentillesse. Et tous les deux avaient pris mon silence pour de la faiblesse. Cette prise de conscience est venue lentement, comme la première respiration après la noyade. Douloureuse, mais nécessaire. Le soir, François est rentré. Il a embrassé mon front. Il sentait son parfum à elle, du jasmin et de la fumée de cigarette. Il a souri, comme si de rien n'était. « Ça va, ma chérie ?» m'a-t-il demandé d'une voix douce, presque tendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Il n'avait aucun remords. Il n'avait même pas peur. « Très bien », ai-je répondu d'une voix calme, le cœur battant si fort que je pensais qu'il pouvait l'entendre. Il a hoché la tête, s'est servi un verre et a allumé la télévision. Comme n'importe quel autre soir. Mais pour moi, le monde avait basculé. Tout ce que je croyais sûr, réel, vrai, était devenu un mensonge dans lequel j'étais forcée de vivre. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, fixant le plafond, écoutant sa respiration lente et insouciante à côté de moi. Mes mains étaient froides, ma poitrine vide. Les mots résonnaient encore et encore dans ma tête. Si ton fils découvre tout, c'est fini pour nous. À l'aube, je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne savais pas comment ni quand, mais ils regretteraient tous les deux de m'avoir sous-estimé. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un carnet vierge et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas une confession. Un plan, une liste de ce qui lui appartenait, de ce qui était à nous, de ce que je pouvais récupérer. Compte bancaire, documents, relevés d'affaires. Je ne pensais pas encore à la vengeance. Je pensais à la survie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cessé d'avoir peur de la vérité. J'ai pris mon premier rendez-vous avec un avocat 2 jours plus tard. Son cabinet se trouvait dans la vieille ville de Colmar, le genre d'endroit qui sentait encore le papier et la cire à bois. Je me suis assise dans la salle d'attente, les mains soigneusement posées sur mes genoux, faisant semblant de lire un magazine que je ne voyais pas. Mon cœur battait fort, mais mon visage restait calme. Maître Olivier Garnier avait la fin de la quarantaine, des yeux bienveillants, le genre d'homme qui n'interrompt pas. Il a écouté attentivement pendant que je parlais. D'abord avec hésitation, puis tout est sorti d'un coup. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Je lui ai parlé du mariage, des années, de la distance, du silence grandissant. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Il a hoché la tête pensivement. Il y a quelqu'un d'autre ? La question m'a frappée comme une gifle. J'ai hésité, puis j'ai dit doucement « Oui ». Il n'a pas demandé de détails. À la place, il a commencé à parler de propriété, de comptes, de droits légaux. Des mots froids et pratiques qui auraient dû me rassurer, mais qui ne le faisaient pas. J'ai réalisé à quel point je connaissais peu nos finances. François avait toujours tout géré. Je lui avais fait entièrement confiance. Cette confiance semblait maintenant être une autre forme de trahison. Maître Garnier m'a demandé des relevés bancaires, des actes notariés, des déclarations fiscales. J'ai promis de les trouver. En rentrant chez moi, je me suis surprise à serrer le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Cette nuit-là, après que François se soit endormi, j'ai essayé la clé de secours que je gardais cachée derrière le cadre photo dans le couloir. Elle fonctionnait encore. À l'intérieur de son bureau, l'air sentait l'eau de Cologne éventée et le cognac. Son bureau était impeccable, trop impeccable. J'ai allumé la lampe et j'ai commencé à chercher. Des dossiers, des contrats, des reçus. Je ne savais même pas ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve. Une chaîne de courriels imprimée entre François et Karine. Au début, ça ressemblait à de la correspondance professionnelle. Puis une ligne a attiré mon regard. Le virement doit passer avant la fin du trimestre, sinon ton mari va s'en apercevoir. Ton mari, mon fils. Ma gorge s'est asséchée. J'ai relu encore et encore jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ce n'était pas qu'une liaison.
Ils déplacèrent de l'argent. L'argent de mon fils. J'ai passé les jours suivants à rassembler tout ce que je pouvais. Discrètement, soigneusement. Je photographiais des documents, copiais des courriels, prenais des captures d'écran, stockais tout sur une clé USB cachée. Chaque nuit, François dormait à côté de moi, ronflant doucement, pendant que je restais éveillé dans la lueur de mon téléphone, regardant les pièces de ses mensonges s'assembler. Une semaine plus tard, François a remarqué quelque chose. Il m'a regardé de l'autre côté de la table du dîner, sa fourchette suspendue en l'air. « Tu es bizarre ces derniers temps. Tout va bien ?» J'ai souri. « Tout va très bien. » Il a penché la tête, m'observant. « Tu sors beaucoup. Du shopping? Des rendez-vous avec quelqu'un ?» J'ai failli rire. « Ne t'inquiète pas, François, ce n'est pas moi qui me cache. » Le lendemain matin, il a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait un appel dehors. J'ai jeté un œil à l'écran et j'ai vu un aperçu de message. Fais attention. Elle agit bizarrement. Karine. Il l'a effacé en rentrant, mais c'était trop tard. Il me surveillait maintenant. Très bien, qu'il surveille. Le jour où j'ai déposé ma requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales de Colmar était plus froid que prévu. Le genre de matin gris et sans vent qui donne l'impression que tout retient son souffle. J'ai monté les marches du tribunal, les papiers serrés contre ma poitrine, le pouls régulier mais lent. Quand je suis rentré à la maison, François m'attendait déjà. Son Audi était garé de travers dans l'allée, le moteur encore en marche. Il se tenait près du porche, téléphone en main, la mâchoire crispée. Je savais qu'il avait déjà reçu l'appel. « Alors c'est vrai ?» a-t-il dit au moment où je suis sorti de ma voiture. Sa voix n'était pas en colère. Pas encore, mais froide, calculatrice. « Tu as déposé une demande ?» J'ai soutenu son regard. « Oui. » Il a ri une fois, un son court, sans humour, sans même m'en parler d'abord. « Seigneur Bernadette, après toutes ces années, l'ai-je interrompu. Tu crois que je serais encore prête à discuter ?» L'expression qui a traversé son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la culpabilité, pas de la peur, mais de l'irritation. Comme si ma douleur était un désagrément. Il s'est rapproché, baissant la voix. « Tu fais une erreur. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. » Je crois que si, justement. Pendant un long moment, il m'a juste fixé, essayant de lire mon visage. Puis son ton a changé, plus doux, presque condescendant. « Écoute, si c'est à propos de Karine... » J'ai senti le sang quitter mon visage. « Ne prononce pas son nom devant moi, » ai-je murmuré. Cette nuit-là, il n'est pas rentré. Le lendemain, Karine a appelé. Je n'ai pas répondu les 2 premières fois, mais elle a continué d'essayer jusqu'à ce que je décroche finalement. Sa voix était douce. Trop douce. « Bernadette, est-ce qu'on peut parler ?» « Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, » a-t-elle dit avec un tremblement sous son calme. « Je sais que ça a l'air terrible, mais tu dois comprendre. »« Je comprends parfaitement, » ai-je dit. « Tu as trahi mon fils. Tu m'as trahi. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » 2 jours plus tard, ils sont venus ensemble. Quand j'ai ouvert la porte, ils se tenaient tous les 2 là. François dans son costume impeccable, Karine à côté de lui avec une expression qui essayait de paraître désolée, mais échouait. « Nous voulons juste parler, » a dit François calmement. « Ça ne m'intéresse pas. » Son visage s'est durci. « Tu ne survivras pas seul. Tu as vécu de mon argent pendant des décennies. » J'ai presque souri. « Regarde-moi bien faire. » 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un lieutenant de police. Une plainte anonyme pour harcèlement. Je savais d'où ça venait. Ce soir-là, j'ai retrouvé Hélène, mon ancienne amie de fac. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle m'a écouté en silence, sa main posée sur la mienne. Quand j'ai terminé, elle a dit doucement. « Tu sais, je suis passée par là aussi. Mon mari, il y a 5 ans. J'ai cru que j'allais mourir quand j'ai découvert, mais je ne suis pas morte. J'ai recommencé. Je l'ai fixé, les mots peinants à s'imprimer. Comment ? » Elle a souri faiblement, en réalisant que le pire était déjà arrivé. Une fois qu'on a tout perdu ce qu'on avait peur de perdre, on est enfin libre. L'audience était prévue pour un mardi. La salle du tribunal judiciaire de Colmar était froide, éclairée au néon.
François était déjà là, impeccable comme toujours, dans son costume anthracite, sa montre de luxe au poignet, l'air d'un homme qui croyait que les règles existaient pour le protéger. Karine était assise à côté de lui, les cheveux parfaitement coiffés, le visage peint en portrait d'innocence. Quand elle m'a vu, ses lèvres se sont courbées en ce petit sourire poli qu'elle portait au dîner de famille. Je ne l'ai pas retourné. L'audience a commencé. « Procédure standard », a dit le juge. « Bien, actif, demande conjugale. » Mais quand maître Garnier s'est levé et a commencé à parler, le ton a changé. Il ne parlait pas de propriété. Il parlait de transfert d'argent, d'irrégularité, de signatures falsifiées. Et puis il a mentionné des noms. François, Karine. Le sourire de François a vacillé. Maître Garnier a posé un dossier sur la table. « Monsieur le juge, voici des copies de relevés bancaires montrant des fonds détournés du compte professionnel commun vers un compte privé contrôlé par la belle-fille de ma cliente, Karine Renaud. » Un murmure a traversé la salle. La main de Karine a volé vers sa bouche. « C'est un mensonge », a-t-elle murmuré. Maître Garnier a continué, méthodique, patient. « Nous avons également des courriels entre Monsieur Duval et Madame Renaud, confirmant leur coordination dans ces transferts, ainsi que des preuves suggérant une relation personnelle entre les deux. » Le silence était maintenant absolu. François a bougé sur son siège, essayant de convoquer le charme qu'il avait sauvé 1000 fois auparavant. « C'est ridicule », a-t-il dit d'un ton lisse. « Ma femme est perturbée. Elle a été sous pression. »« Sous pression ?» ai-je dit, ma voix coupant la sienne. « Oui, François, j'ai été sous pression. Le genre de pression causée quand on regarde son mari coucher avec la femme de son fils et voler son propre enfant. » Le juge a demandé le silence, mais je l'entendais à peine. Le sang-froid de François s'est fissuré, un éclair de rage perçant son vernis poli. Karine s'est tournée vers lui, chuchotant furieusement, son masque se brisant à chaque mot. « Je t'avais dit que ça arriverait. Tu m'avais dit qu'elle ne découvrirait jamais. »« Tais-toi » a sifflé François. « Tu aggraves les choses. C'est moi qui aggrave les choses » a-t-elle répliqué, sa voix montant. « C'est toi qui m'as dit de transférer l'argent. » Le marteau du juge a frappé le bureau. Ça suffit. La salle est redevenue silencieuse, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Chaque mot qu'ils venèrent de prononcer flottait dans l'air comme de la fumée. Visible. Indéniable. Pendant le reste de la session, ils ont trébuché dans leurs explications. François a essayé le charme, puis le déni, puis la colère. Karine a pleuré, puis accusé, puis s'est complètement effondrée, sa voix se brisant en hystérie. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. La vérité faisait mon travail à ma place. Quand c'était terminé, le juge a ajourné, disant que les preuves seraient examinées, mais son ton rendait les choses claires. La décision était déjà prise. Dehors, l'air était vif et clair. François m'a suivi, le visage pâle, la mâchoire serrée. « Tu crois que c'est fini ?» a-t-il dit calmement. « Tu m'as humilié. Tu t'es humilié toi-même. Notre fils te haïra pour ça. » Je me suis tournée pour lui faire face, ma voix basse mais ferme. « Non, François, il te haïra, toi, pour m'avoir obligé à le faire. » Il a fallu 3 semaines pour que le jugement soit finalisé. 3 longues semaines d'attente, de signature, de lecture de documents. Chaque matin, je me levais avant l'aube, je préparais mon café, et je fixais la fine ligne grise de l'aurore à travers la fenêtre de la cuisine. Chaque matin, je me disais la même chose. Ne regarde pas en arrière. Quand la lettre est arrivée, elle était plus fine que je ne m'y attendais. Pas de cérémonie, pas de drame. Juste des mots noirs sur papier blanc. Le tribunal statue en faveur de la demanderesse, Bernadette Duval. J'ai lu 3 fois, chaque fois plus lentement que la précédente. Bien divisé, compte gelé, le nom de Karine retiré de tous les documents de l'entreprise. François condamné à payer des dommages et intérêts pour détournement de fonds. Le lendemain matin, les titres ont frappé. Scandale financier à Colmar. Les noms épelés pour que tout le monde les voie. Des photos de François, le regard vide, les épaules voûtées. Karine à côté de lui, cachant son visage des caméras. À midi, l'entreprise avait annoncé la démission de François du conseil d'administration.
Le nom de Karine a disparu de tous les registres. Les avocats tournaient autour d'eux comme des vautours. Les amis ont cessé d'appeler. Les voisins évitaient leur maison. J'ai vendu notre maison quelques mois plus tard. Je me suis installé dans un petit cottage au bord de la mer, sur la côte de Granit Rose, en Bretagne. Juste assez d'espace pour moi, un jardin et un bureau près de la fenêtre. L'air ici avait un goût différent. Le sel et le vent, pas la mémoire et la poussière. J'ai construit de nouvelles routines. Je cuisinais. J'écrivais. Hélène m'a convaincu de créer un petit blog culinaire, La Table Sereine. C'était censé parler de recettes, mais c'est devenu autre chose. Des lettres à des femmes que je ne rencontrerai jamais. Je n'écrivais pas sur la trahison. J'écrivais sur la reconstruction, sur le lent travail d'apprendre à vivre sans attendre l'approbation de quelqu'un. J'entendais encore parler de François et Karine de temps en temps. François vivait seul maintenant dans un appartement loué en centre-ville. Son entreprise avait disparu, sa santé déclinait. Il avait fait une crise cardiaque, disait-on. Personne ne lui rendait visite. Karine avait quitté la ville quelques mois après le procès. Il y avait des rumeurs. Une liaison avec un autre homme, un nouveau travail qui n'avait jamais duré, des dettes qu'elle ne pouvait pas payer. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais je ne lui souhaitais pas de bien non plus. Je souhaitais simplement qu'elle disparaisse de mes pensées, de ma vie, de mon histoire. Un soir, alors que je marchais le long de la plage à marée basse, j'ai sorti de la poche de mon manteau une petite clé argentée, la dernière chose que je possédais encore de l'ancienne maison. Je l'ai retournée dans ma paume une fois, puis je l'ai jetée dans les vagues. Elle a disparu instantanément. Pas de drame, pas d'écho, juste partie. 1 an a passé. Les vagues sont devenues plus sauvages, les nuits plus longues. Hélène venait me voir parfois. Nous buvions du thé, riions du passé et restions assises dans un silence complice. Elle m'a dit un jour, « Tu sais, tu as l'air plus jeune maintenant. » J'ai souri. Peut-être que je le suis. La vérité, c'est que je le ressentais. Pas dans mon corps, mais quelque part de plus profond. Dans cette partie calme et résistante de moi qui avait enfin cessé d'attendre d'être entendue à nouveau. Un matin, debout dehors, à regarder les mouettes plonger bas au-dessus des vagues, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas le bonheur sauvage et éphémère de la jeunesse, mais le genre calme qui vit dans vos os. J'ai murmuré au vent. Vous pensiez m'avoir brisé. Puis doucement, presque comme une prière. Mais on ne peut pas briser ce qui est enfin devenu entier. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.